Bonjour à tous et bienvenue à la section 4.7 où est-ce qu'on va parler de dynamique de rotation. Deux objectifs ici, on veut déterminer l'équivalent de la deuxième loi de Newton mais en rotation, puis on veut ensuite l'utiliser pour analyser un mouvement d'un corps qui tourne autour d'un axe. Alors, allons-y tout de suite. La théorie de cette section-là est très courte, c'est plus les exemples et les exercices qui vont nous prendre du temps, je pense. Donc, notre deuxième loi de Newton, on la connaît bien. Somme des forces est égale à masse fois accélération. On a vu, section 4.4, l'équivalent de ce qu'on appelle la force, mais dans le monde de rotation, son équivalent, c'est le moment de force. Ensuite, on a vu l'équivalent de la masse dans le monde de rotation, on appelait ça le moment d'inertie. Puis finalement, on a vu l'équivalent aussi de l'accélération, mais l'accélération en rotation, on appelait ça l'accélération angulaire. Et donc, on est chanceux, on peut remplacer chacun des trois termes qui sont ici par les trois termes de rotation et on obtient l'analogue de la deuxième loi de Newton, mais en rotation. Donc, somme des moments de force est égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Maintenant, si on s'en va voir les unités du moment de force, on les avait déjà vus, hein, c'est des newtons fois des mètres, mais selon ce qu'on voit ici, on va trouver un autre ensemble d'unités pour le moment de force, parce que comme vous pouvez voir, le moment de force, c'est moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Le moment d'inertie, ce sont des kilogrammes fois des mètres carrés. L'accélération angulaire, c'est des radians par seconde carrée. Et donc, je me retrouve avec des moments de force qui sont en fait des unités de kilogrammes fois des mètres carrés par seconde carrée. Ceci, c'est équivalent à des newtons fois des mètres. Okay? C'est exactement la même chose, donc vous pouvez toujours donner vos unités de moment de force comme ceci, ou bien en unités de newton fois des mètres, comme on a appris à le faire à la section 4.2. C'est équivalent parce que l'unité newton, si on la remplace par son équivalent de base, ben, il y a des kilogrammes fois des mètres par seconde carré là-dedans, donc on va retrouver là, essentiellement ces unités-là. OK? Donc ça, là, c'est notre équation importante de la section 4.7. C'est ce qu'on doit appliquer afin de savoir finalement comment va accélérer un objet selon les forces qui agissent sur lui, selon son moment d'inertie. Évidemment, on parle d'un objet en rotation. Donc, je vais faire un petit exemple. En fait, je vais faire trois exemples. Donc, premier exemple, une roue de 5 cm de rayon tourne à 200 tours par minute. Lorsqu'on lui applique une force de frottement tangentielle de 0,2 Newton, elle prend 60 secondes pour s'arrêter. Déterminer son moment d'inertie. Bon, très bien, on a notre roue qui tourne avec une vitesse initiale, oméga 0, à 200 tours par minute. On lui applique une force tangentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une force qui est perpendiculaire à son rayon. Son rayon est ici, donc sa force est perpendiculaire à ça. Donc, force tangentielle de 0,2 Newton et ça prend 60 secondes pour s'arrêter. Déterminer son moment d'inertie. OK, on va aller en mode tablette pour ça. Donc, on veut appliquer ce qu'on vient de voir. Donc, on veut appliquer somme des moments de force est égale à moment d'inertie fois accélération angulaire. Ce qui arrive, c'est que sur la roue, il existe un seul moment de force. C'est la force faite par la force de frottement là, que je viens de vous montrer sur le schéma. Donc, j'ai un seul moment de force à calculer, c'est le moment de force fait par le frottement. C'est égal au moment d'inertie fois alpha. Le moment de force, on vous rappelle, je vais l'écrire ici, là. Moment de force, on se rappelle, c'est toujours plus ou moins la grandeur de la force fois la distance r qui le sépare de l'axe de rotation fois sinus de phi. Bon. Donc, mon moment de force, ça va être ma force de frottement fois r fois sin de phi. Et le signe, le signe, on peut le trouver tout de suite. Là. Si je regarde la force qui est là, imaginez-vous qu'on pousse sur la roue dans cette direction-là. Cette force-là aurait tendance à faire tourner la roue dans quel sens? Sens anti-horaire. Anti-horaire, on se souvient que c'était positif. Donc, mon moment de force est positif ici. On me dit dans l'énoncé que la force vaut 0,2. OK. On me dit dans l'énoncé que R, le rayon de la roue, c'est 5 cm. Et ça donne que c'est exactement ce qu'on veut, parce que je vous rappelle que R, c'est la distance entre l'axe de rotation, qui est le centre de la roue, et l'endroit où est appliquée la force. Donc, c'est effectivement le rayon de la roue. Là. Donc, 0,05 fois sin de phi
Phi, ici, il vaut 90. Bon, pourquoi? Je vais essayer de dessiner directement sur le schéma avec la souris. Là, ce ne sera pas évident, mais ma distance R, comme je viens d'expliquer, on part de l'axe de rotation, qui est le centre. Une petite étoile au centre. Ça, c'est mon axe de rotation. Et je dois relier l'axe de rotation à l'endroit où est appliquée la force. Hein, je le dessine en rouge, là. Je suis un peu croche. Mais ça, c'est ma distance R. Donc l'axe, pas l'axe, l'angle entre R et la force, c'est ça ici. C'est un angle de 90 degrés. Okay? Donc sin de 90 égale moment d'inertie I fois alpha. On me demande de trouver le moment d'inertie, le I. Bon. Là, le problème, c'est que je ne connais pas non plus le alpha. Okay? Donc le alpha, il faut que je commence par le trouver. En fait, on me donne tout ce qu'il faut dans l'énoncé pour que je le trouve, mais on ne me le donne pas directement. Okay? Donc, pour trouver le alpha, l'accélération angulaire, on a besoin d'utiliser ce qu'on nous donne comme information. On nous dit que la vitesse initiale, le oméga 0, c'est 200 tours par minute. Donc, 200 tours par minute, ça veut dire 200 fois 2 pi radians, parce que 1 tour, c'est 2 pi radians, par minute, c'est-à-dire divisé par 60 secondes. Il y a un autre petit détail très important. Si je reviens regarder mon schéma, ma vitesse oméga 0, comme vous pouvez voir ici, voyez-vous que j'ai supposé qu'elle tournait en sens horaire. Sens horaire pour une vitesse angulaire, c'est une vitesse qui est négative. Donc, il faut rajouter le signe négatif. Donc, mon oméga 0, si je fais le calcul, j'obtiens moins 20,94 radians par seconde. Très bien. Et ensuite, je sais que ma vitesse finale, c'est 0 parce qu'on nous dit que ça prend 60 secondes pour s'arrêter. Et donc, ça, c'est mon autre donnée. Ça me prend 60 secondes pour que ma vitesse passe de oméga 0 à oméga qui vaut 0. Et je cherche alpha. Donc, on va utiliser la première équation. Oméga égale oméga 0 plus alpha fois le temps t. Donc, ça, c'est 0. Ça, c'est moins 20,94 plus alpha fois le temps de 60 secondes. On isole alpha et on trouve 0,349 radians par seconde carrée. Très bien. Je prends ça, puis là, hop, je peux revenir ici. OK, donc sin de 90, ça donne 1. 0.2 fois 0.05, ça donne 0.01 égale à moment d'inertie I fois 0.349. Voilà. Et donc, j'isole le moment d'inertie en divisant de chaque côté par 0.349 et ça me donne la réponse, c'est-à-dire 0,02865 et un moment d'inertie, c'est des kilogrammes fois des mètres carrés. Voilà. De retour à un autre exemple. Un cylindre homogène ayant un rayon de 20 cm et une masse de 12 kg tourne autour d'un axe horizontal sans frottement. Il est initialement au repos. On accroche un bloc de 2 kg à une corde enroulée autour du cylindre. On cherche l'accélération angulaire du cylindre, donc le alpha, et l'accélération linéaire du bloc. OK. Là, ici, on a certainement plusieurs inconnus, puis on a deux choses à trouver. Là. Première chose, on va représenter toutes les forces qui agissent sur le système avec l'axe de rotation et avec notre système d'axe. Bon, voilà comment on fait ça. Donc, mon cylindre vu de côté, il subit trois forces. Il subit une force gravitationnelle qui agit dans son centre de masse, c'est-à-dire directement dans son centre. C'est la force gravitationnelle du cylindre, parce que le cylindre a une masse, donc il subit une force gravitationnelle. Il subit aussi une force F majuscule vers le haut ici, qui est finalement la force qui est due à l'axe. Okay? C'est-à-dire qu'on a un axe de rotation là, qui passe en plein centre du cylindre, et cet axe-là, on peut supposer qu'il est retenu là, par cet axe-là. Et donc l'axe a comme effet de retenir le cylindre, il l'empêche de tomber, donc on peut supposer que cet axe-là fait une force vers le haut. On aurait pu appeler ça aussi force normale, puis ça aurait été correct aussi.
mais du moment qu'on comprenne bien que ça s'applique en plein dans le centre du cylindre, parce que c'est là où est situé l'axe de rotation. Ensuite, la corde qui est enroulée autour du cylindre, vous pouvez voir ici qu'elle fait une force de tension. Hein, elle tire l'extrémité du cylindre vers le bas. Ça, c'est pour le cylindre. Pour le bloc, déjà, ça me prend un axe X qui est linéaire, parce que le bloc, il ne tourne pas, lui. Lui, il s'en va en ligne droite. Là. Il fait juste une translation. Donc, ça me prend un axe X qui pointe vers le bas, obligatoirement. Pourquoi? Parce que j'ai pris un axe de rotation positif anti-horaire pour le cylindre. Et donc, si mon axe positif est anti-horaire, ben, imaginez que mon cylindre se déroule comme ceci. Dans quelle direction va aller mon bloc? Il va aller vers le bas. Donc, ça m'oblige à prendre ma direction de déplacement X positif vers le bas, pour cette raison-là. Okay? Et ensuite, les deux forces qui agissent sur le bloc, c'est la force gravitationnelle, mg, et la tension dans la corde qui le tire vers le haut. Okay? Bon. Là, j'ai deux objets, donc je devrais faire la somme des forces là, sur chacun des deux objets. Mais tout d'abord, concentrons-nous sur le cylindre. Le cylindre, on peut calculer son moment d'inertie parce que c'est un cylindre qui est plein. Dans la feuille de formule, là, on connaît le moment d'inertie du cylindre, donc il s'agit tout simplement d'aller le chercher. Cylindre plein, c'est une demi-masse du cylindre fois son rayon au carré. Donc on fait le calcul, on remplace par les chiffres qu'on a là, ça donne 0,24 kg/m². Comme la force effectuée par l'axe et le poids du cylindre sont au centre de rotation, effectivement, regardez cette force-là, force gravitationnelle et force de l'axe, c'est appliqué exactement sur l'axe de rotation. Souvenez-vous que quand on fait ça, il n'y a pas de moment de force. Hein, parce que le moment de force dépend de la distance entre la force et l'axe de rotation. Donc, si la force est appliquée directement sur l'axe de rotation, il n'y a pas de moment de force de la part de ces deux forces-là. Donc, ça va nous simplifier la vie. La seule force qui va faire un moment de force sur le cylindre, c'est la tension dans la corde qui est ici. Okay? C'est ce qu'on va calculer ici. Donc, le moment de force fait par la tension, c'est égal à positif. Pourquoi positif? Eh bien, imaginez la tension qui est ici, qui tire sur le cylindre vers le bas. Cette force-là a tendance à faire tourner le cylindre en sens anti-horaire. Anti-horaire, c'est positif. Donc, c'est bon. On veut que ce soit positif. R, ça va être la distance en pointillé qu'on voit sur le schéma. R, c'est le petit rayon du cylindre. Fois la force de la tension T, fois sin de 90. Bon, c'est 90, vous voyez, on a l'angle de 90 là, qui a été dessiné ici. Là. C'est l'angle entre la force et la distance R en pointillé. Donc, sin de 90. On fait le calcul, on remplace le R par ce que ça vaut, c'est-à-dire 0,2. Donc, ça me donne ceci. Le moment de force fait par la tension, c'est 0,2 fois T. T, c'est la tension dans la corde, qu'on ne connaît pas. C'est un inconnu encore. On peut donc trouver l'accélération angulaire du cylindre à l'aide de l'équation qu'on vient de voir dans cette section-ci, c'est-à-dire l'analogue de la deuxième loi de Newton. Donc, somme des moments de force est égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Donc, j'ai un seul moment de force, c'est celui qu'on vient de calculer pour la tension ici, c'est égal à I fois alpha. I, c'est le moment d'inertie. Moment d'inertie, on se souvient que c'était le 0,24 que j'avais trouvé ici. Là. Donc, 0,24 fois 0,2 T. Non, pardon, excusez-moi. Le I, ça vaut 0,24, puis du côté gauche de l'équation, j'ai 0,2 T. C'est ça. Donc, si je prends mon 0,24 qui est I, puis je divise par 0,2 pour isoler, dans le fond, la tension T, j'obtiens ceci, 1,2 alpha. Donc, ça, c'est une première équation qui, on s'entend, contient deux inconnus. Donc, je ne peux pas la résoudre tout de suite. Par contre, je peux maintenant poser la deuxième loi de Newton de translation, comme on a vu au chapitre 2, sur le bloc suspendu, qui lui n'effectue pas de rotation, hein, il fait juste se déplacer vers le bas. Là. Donc c'est le classique, somme des forces en X est égal à masse fois accélération en X. Là, il faut faire attention, le bloc il va accélérer vers le bas. Hein, parce que si mon cylindre se met à se dérouler, ben, le bloc il va se déplacer, il va accélérer vers le bas. Donc j'ai une accélération en X. Selon mon système d'axe X qui pointe vers le bas, mg c'est positif et c'est la tension qui est négative. Donc mg moins t est égal à ma. On isole la tension T. Donc, ça me donne 19,6 moins 2ax. Donc là, vous voyez, je commence à avoir plusieurs équations que je vais pouvoir relier ensemble. Regardez, j'ai déjà trouvé que la tension dans la corde, c'est 1,2 alpha. Et j'ai trouvé
une relation qui dit que la tension dans la corde, c'est 19,6 moins 2A. Bon, là, j'ai quand même 3 inconnus. J'ai T, j'ai alpha et j'ai A. Ça, c'est pas la même accélération. Par contre, on sait que ces deux types d'accélération-là sont reliés par une petite équation de relation linéaire rotation, là, qui est celle-là ici. On sait que l'accélération linéaire est égale au rayon fois l'accélération angulaire. Mon rayon, c'est 0,2. Donc, avec cette troisième équation-là, là, je vais être capable de substituer mes trois équations, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vais toutes les mettre ensemble. Donc, on les résume ici. J'ai 3 équations et 3 inconnus. Donc, je suis capable de solutionner. Okay? Donc, on résout le système. On pose l'équation T qui est ici, qui est égale à cette équation-là, T. Et vous voyez ici, on remplace le A linéaire. Là, on le remplace par 0,2 alpha, comme qui est ici. Donc, on met les 3 équations ensemble. On isole le alpha, qui est l'accélération angulaire du cylindre. Ça me donne 12,3 radians par seconde carrée. Et je peux donc isoler l'accélération linéaire du bloc, donc 2,46 mètres par seconde carrée. Et voilà, fin de l'exemple. Donc vous voyez, c'est un exemple type là, de la section 4.7. Il y a beaucoup de choses qui viennent ensemble. Donc c'est pour ça là, que les sections 4.1 à 4.4 étaient vraiment là, nécessaires. Si c'est encore flou, là, tout ce qu'on vient de faire, peut-être retourner s'assurer de comprendre les sections 4.1 à 4.4 avant d'y revenir parce que c'est vraiment la base. Là. Si vous avez de la difficulté avec les moments d'inertie, les moments de force, bien, rendu à 4.7, c'est certain que ça peut être difficile. Là. OK? Bon, on va faire un deuxième exemple parce que c'est la pratique, là, cette section-là. Hein? La théorie, c'est une équation là-dedans. On l'a vu au tout début, donc on va continuer de pratiquer ça. Donc, deuxième exemple. On considère un cylindre homogène qui roule vers le bas du plan incliné à 50 degrés par rapport à l'horizontale. On cherche son accélération angulaire et le coefficient de frottement minimal avec le plan incliné. Bon, donc déjà, on commence avec le schéma. Qu'est-ce qui agit sur ce cylindre-là? Il y a la force gravitationnelle qui agit en plein dans son centre de masse, donc son centre géométrique, donc c'est mg. Il y a la force normale du plan incliné sur le cylindre, donc dans cette direction-ci. Et finalement, il y a le frottement. Ça serait du frottement statique ici parce qu'on dit qu'il roule sans glisser. Donc, s'il roule sans glisser, ça veut dire qu'il n'y a pas de glissement d'une surface sur l'autre, là. Donc, ce serait du frottement statique, comme ceci, vers le haut du plan incliné. Ici, il y a une particularité. Il faut, encore une fois, que nos systèmes d'axes soient cohérents. Donc, voyez-vous, on a pris un système d'axe de rotation positif en sens horaire. Ça, c'est parce qu'on veut que ça fitte avec ce système d'axe-là. Parce qu'on s'entend que si je laisse aller mon cylindre ici, il va rouler en sens horaire. Donc, s'il roule en sens horaire, ça veut dire qu'il va se déplacer vers le bas d'un plan incliné en même temps qu'il roule en sens horaire. Donc, il fallait s'arranger pour que notre sens de rotation soit positif, en même temps que son sens de translation soit positif. Okay? Donc, il fallait que ces deux axes-là là, fitent ensemble pour le signe là, du déplacement. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Sinon, on aurait pu faire l'inverse. On aurait pris notre système d'axe rotation comme on l'avait vu avant, là, c'est-à-dire positif anti-horaire. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu prendre le système d'axe X qui pointe vers le haut du plan incliné. Ça aurait été correct aussi. Okay? Bon. C'est ce qu'on explique ici là, avec cette petite phrase-là. Le moment d'inertie de mon cylindre homogène, bon, c'est la même chose. C'est un cylindre plein, donc c'est une demi-masse fois rayon au carré. On le recalcule, ça me redonne encore le 0,24 kg fois mètre carré. Très bien. La seule force qui effectue un moment de force ici, c'est le frottement. Oui, parce que la force gravitationnelle est appliquée en plein sur l'axe de rotation. Puis comme on avait vu tantôt, quand la distance R est égale à 0, ben, il n'y a pas de moment de force. Donc, force gravitationnelle ne fait pas de moment de force. La force normale aussi, elle a un moment de force égal à 0. Pas pour la même raison, par contre. Parce que la force normale n'est pas appliquée sur l'axe de rotation, mais par contre, son angle, hein, quand on calcule le moment de force, c'est sin d'un angle. Son angle à elle, c'est 0. Parce qu'il est parfaitement aligné avec le rayon du cylindre. Donc, si son angle, c'est 0, ben, sin de 0, ça va donner 0. Okay, donc, la force normale ici ne contribue pas à faire tourner le cylindre. Donc, il n'y a pas de moment de force.
Donc, le seul moment de force que j'ai sur mon cylindre, c'est le frottement. Puis le frottement, on peut le voir, il est ici. Mon frottement, son moment de force, c'est RF sin de 90. C'est positif, là, je ne l'ai pas mis parce que je l'ai sous-entendu. Mais si vous regardez la force de frottement, hein, ça ferait tourner mon cylindre en sens horaire. Sens horaire ici, ben, c'est mon sens positif. Donc, je l'ai pris positif. Donc, c'est rayon fois le frottement fois sin de 90 parce que son angle est effectivement de 90 degrés par rapport au rayon du cylindre. Là. Et je sais que le rayon, c'est 0.2. Sin de 90, ça donne 1. Donc, le moment de force du frottement, c'est tout simplement 0.2 fois le frottement F. Pour le moment, je ne connais pas le frottement. Je m'en vais utiliser ça dans mon équation de rotation. C'est ma nouvelle équation de la section 4.7. Donc, somme des moments de force est égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Donc, le seul moment de force que j'ai, c'est celui-là. 0.2F est égal à moment d'inertie fois alpha. Bon, moment d'inertie I, c'est encore 0.24. Donc là, j'isole mon frottement F de cette petite équation-là et ça me donne ce qu'on a là. C'est-à-dire que mon frottement est égal à 1.2 fois alpha. Donc là, évidemment, je ne peux pas solutionner parce que je ne connais pas alpha puis je ne connais pas non plus le frottement. Par contre, maintenant que j'ai fait mon équation de rotation, je peux aller faire mes équations de translation. Les équations de translation, ben, vous savez ce que c'est. Depuis le chapitre 2, c'est la somme des forces en X et en Y. C'est notre deuxième loi de Newton. Donc là, j'ai un petit schéma ici qui représente les trois forces qui agissent sur notre cylindre. Force normale en Y, force de frottement en X négatif et la force gravitationnelle là, vers le bas qu'on a décomposé comme étant là, mg cos θ et mg sin θ. Alors, en X, on voit que j'ai mg sin θ qui est positif, moins le frottement, parce qu'il pointe par là, égal à max. J'ai une accélération en X, parce que mon cylindre, il va rouler vers le bas du plan incliné en allant de plus en plus vite. Ça, c'est ma troisième équation. Et encore une fois, je connais la relation entre l'accélération linéaire et l'accélération angulaire par cette petite relation-là. Okay? Donc, moi, je réutilise cette équation-là. Okay? Je la plug ici, mais je remplace le A linéaire par R alpha, qui est là. Okay? Et ensuite, j'isole le frottement. Ça me donne ceci. Et on se souvient qu'à la diapo précédente, j'avais trouvé cette équation-là. Que mon frottement, c'est 1.2 alpha. Donc, je veux que cette équation-là soit égale à cette équation-là. Donc là, c'est ce que je fais. Donc, je les mets égales par comparaison. Je viens ensuite isoler alpha. C'est l'accélération angulaire de mon cylindre. 25 radians par seconde carré. OK. Première chose de faite. L'autre chose qu'on me demandait, c'était de trouver le frottement statique ici qui agit là, sur le cylindre. Donc, pour aller faire ça, ben, on va devoir aller faire la somme des forces en Y. Okay? Donc, toujours avec les trois mêmes forces. Donc, tout d'abord, je trouve la force de frottement avec ma petite équation. Hein. J'ai trouvé alpha, puis je connais mon frottement. Donc, je peux le plugger là-dedans, ça me donne 30 newtons. Bon. Maintenant, j'ai besoin de la somme des forces en Y. Pourquoi? Ben, c'est parce que je veux venir trouver la normale. Puis avec la normale, je pourrais ensuite trouver là, Ah non, excusez-moi, c'est le coefficient de frottement qu'on voulait trouver. C'est pas le frottement, c'est le coefficient de frottement. Donc ça, c'est mon frottement. Je veux le coefficient de frottement, donc j'ai besoin de trouver la force normale pour pouvoir relier là, la définition de mon frottement avec la force normale. Bon, voilà. Donc je fais ma somme des forces en Y, j'ai ma normale qui est positive, j'ai mg cos de θ qui est négatif, comme on peut voir, et j'ai pas d'accélération en Y. Parce que mon cylindre, il se déplace en X. Là. Il est en train d'accélérer vers le bas du plan incliné et non pas en Y. Donc, je suis rendu avec cette petite équation-là. Donc, je peux isoler N en disant que c'est égal à mg cos de θ. Bon, je remplace les chiffres puis je fais le calcul. Là, je vous épargne les détails. On arrive à 75,6 newtons. Donc, maintenant que j'ai la normale, je sais que le frottement, c'est égal à coefficient fois la normale. Moi, je cherche le coefficient, donc j'isole le coefficient. Donc, c'est ma force de frottement divisée par la normale. Donc, c'est 30 divisé par 75,6. Et ça me donne la réponse, 0.397. Donc, c'est tout pour la section 4.7. Donc, comme vous avez pu voir, il n'y a presque pas de nouvelles théories, mais c'est beaucoup de pratiques. Donc, c'est une section qui est quand même assez lourde. Là, je suis tout à fait compréhensif. Là, ça se peut que vous ayez trouvé ça... difficile là, c'est dans les exemples, dans l'application, c'est effectivement c'est lourd parce que on va combiner
toutes les sections 4.1 à 4.4. Si vous aviez les bonnes bases, ça se comprend mieux. Okay? Donc là, je répète ce que j'ai dit tantôt. Là. Si ça a été difficile, là, ça, ces exemples-là qu'on vient de voir, là, puis vous n'êtes pas sûr de comprendre les moments de force puis les moments d'inertie, peut-être retournez voir les sections 4.2, 4.4. Puis ensuite, vous reviendrez ici, puis vous pourrez regarder à nouveau les exemples à tête reposée et essayer là, à nouveau de les comprendre. Donc, on se laisse là-dessus et à très bientôt pour la section 4.8.